Donc bonsoir à tous. Bienvenue pour cette première conférence de l'année 2021-2022 de l'Université védique Vidyadharma. Et ce soir, nous allons parler des savoirs dans la tradition védique. Alors on va voir ce que sont les savoirs, comment ils sont appelés déjà en Inde, en sanskrit. Ce sont souvent les shastras. Et puis on va s'intéresser un peu plus à leur but, leur nature, leur objectif, leur méthode, leur origine. On regardera un petit peu comment en quoi ils sont semblables et différents aussi de nos notions occidentales de science ou de savoir. Et puis on aura un aperçu de tous les shastras qui existent en Inde, ce qui est un petit peu difficile, mais on va tenter d'y voir clair. Voici le petit programme pour ce soir. Alors, comme je disais, le mot utilisé en Inde souvent pour ces connaissances, c'est le mot shastra. Le mot shastra vient de la racine shas, qui a un double sens intéressant puisqu'elle peut vouloir dire, elle peut avoir cette notion d'enseignement, d'instruction, mais elle a toujours une dimension de, de régner, d'ordonner, de décréter. Et le mot shastra lui-même peut être utilisé dans le sens de science, de savoir, de texte qui donne cette connaissance, mais aussi dans le sens d'un décret royal, par exemple. Les dictionnaires sanscrits eux-mêmes donnent ces deux sens pour le mot shastra. Donc la racine est shas, on n'a pas de racine équivalente, pas vraiment de racine équivalente dans nos langues. Le plus proche qu'on puisse trouver, c'est peut-être discipline, puisque discipline peut à la fois désigner une discipline, un domaine d'étude, mais aussi l'ordre, la rigueur. Donc ça donne une idée, mais c'est quand même pas évident à comprendre cette racine au début. Et la deuxième partie du mot, le tra, est un suffixe assez courant en sanskrit qui désigne l'outil, le moyen, l'instrument. Donc par exemple, on connaît tous les mots mantra, yantra, tantra. Un des sens possibles du mot tantra, c'est le moyen, tra, de réaliser l'action que désigne la racine, en l'occurrence tan. Tan qui littéralement signifie étendre. Donc ça peut être un petit peu un réseau, un tantra. C'est pour vous donner l'idée du fonctionnement de ce suffixe. Donc voilà, le shastra, c'est un moyen de régner ou d'enseigner, de discipliner. C'est exactement ce que disent les dictionnaires sanscrits. Alors le mot, on le retrouve dès les premiers textes. Déjà dans le Rig Veda, on a des occurrences du mot shastra. Mais bon, c'est difficile d'être sûr du sens dans lequel il est utilisé, puisque les Védas sont souvent sujets à controverse. On n'est pas toujours sûr du sens, de l'intention dans lequel le mot est vraiment utilisé. Donc, il semble être utilisé dans le Rig Veda dans le sens d'instruction, justement. Mais il faut plusieurs siècles pour que le mot soit plus clairement défini, qu'il y ait une certaine définition et une certaine connotation peut-être à ce mot. Et les premiers shastras que l'on a, parfois on entend parler de shastra pour désigner les Védas eux-mêmes, puisque ce sont les premiers textes, même s'ils ne sont pas vraiment des sciences à proprement parler, il y a quand même beaucoup d'éléments qui nous expliquent le fonctionnement de la nature, le fonctionnement de l'être humain, l'importance des rituels, la réalisation des rituels. Donc en un sens, ils sont des shastras. C'est peut-être le sens le plus ancien de ce mot. Et ensuite, les premiers shastras que l'on a après, ce sont les Vedanga, dont le but est justement d'expliquer les Védas. Et c'est là qu'on arrive à l'objectif ou un des premiers rôles des shastras,
c'est de décrire et de codifier la tradition, donc ce qui existe, ce qui se fait, ce qui a été donné à un moment donné et qui doit être maintenu. C'est ça que font les shastras. Par exemple, parmi les Vedangas, donc on verra, je vous remontrerai tout à l'heure un petit schéma des connaissances des différents shastras. Mais donc les premiers, les 6 Vedangas, sont les outils de préservation des Védas, en fait. Il y a la grammaire pour bien comprendre les mots. Il y a Shiksha, la prononciation, pour prononcer correctement les mantras. Il y a l'astrologie pour réaliser les rituels au temps juste. Il y a la métrique, Chandas. Il y a le Nirukta, l'étymologie, l'explication de mots difficiles. Et il y a Kalpa, qui est un petit peu la géométrie. Comment construire les autels et les outils nécessaires pour la réalisation des yajnas. Et on va voir très clairement que le but de ces textes n'est pas de prescrire ou de dire ce qu'il faut faire. Leur but est vraiment la description pour qu'on puisse connaître très bien les Védas, les apprendre à la perfection et les préserver tels quels. Ce qui était le but, un des buts les plus importants dans la tradition indienne. Donc je vais vous lire quelques extraits d'un commentaire sur l'Ashtadhyayi. L'Ashtadhyayi est le plus ancien texte grammatical qu'on ait encore aujourd'hui, qui ait été préservé. Ce n'était pas le premier, mais ça a été un des meilleurs. C'est pour ça qu'il a été préservé. Et dans un commentaire qui est réalisé par Patanjali, qui s'appelle le Mahabhashya, un commentaire très volumineux et très intéressant. Au début du commentaire, on a comme une introduction au monde de la grammaire, de la science de la grammaire, du Shastra, qui est appelé le Vyakarana. La grammaire est une traduction imparfaite, mais c'est le meilleur moyen de le comprendre. Bon, je vais les lire sans présentation à l'écran. Il y a pas de, j'ai pas accès à il y a une traduction française, mais je n'y ai pas accès. Et les éditions indiennes que j'ai ne sont pas très lisibles, donc vous pourrez écouter. Donc la première, évidemment, ça commence par expliquer qui a écrit cette grammaire, comment, mais une des questions à laquelle on arrive vite, c'est quel est le but de la grammaire ou de l'enseignement des mots. Et les buts, on le voit assez rapidement, sont tous des buts de préservation des Védas. En fait, la grammaire était destinée aux brahmanes qui étudiaient le Veda pour qu'ils connaissent vraiment la langue des Védas et la langue normale et qu'ils puissent l'utiliser correctement. Donc les 5 buts qui sont donnés à la grammaire sont la protection des Védas, parce que les Védas contiennent des formes très, très étranges pour celui qui n'a pas étudié le sanskrit védique, des formes qui peuvent parfois sembler erronées. Donc on pourrait être tenté de corriger le Veda, de se dire « ah ça c'est une faute, ça devrait plutôt être ainsi », et de changer les lettres, ce qu'il ne faut évidemment pas faire puisque les Védas doivent être préservés dans leur forme exacte. Donc la préservation des Védas est le premier but de la grammaire. Ensuite, l'inférence, c'est-à-dire le fait de pouvoir deviner ou trouver soi-même les formes des mots qui doivent être utilisés dans un rituel. Quand on récite dans un rituel, il y a souvent des mantras qui se terminent par swaha, et parfois il faut adapter le mantra à la divinité à laquelle on fait le rituel. Et dans ces cas-là, il faut connaître la grammaire pour pouvoir utiliser la bonne forme du bon mot. Ensuite, notre but de la grammaire est de connaître rapidement, avec le moindre effort, la langue, les mots de la langue et leur fonctionnement. Et c'est important de connaître la langue et son fonctionnement,
pour pouvoir préserver correctement les Védas, encore une fois. Ensuite, il y a un but qui n'est pas vraiment un but, mais plutôt une obligation, selon laquelle les brahmanes doivent absolument connaître le Veda avec toutes ses sciences auxiliaires, parmi lesquelles on trouve la grammaire. Et enfin, le dernier but, c'est l'absence de doute, l'absence d'ambiguïté. Si on ne veut pas avoir de doute sur le sens des textes, il faut étudier la grammaire. Tout est logique. Et dans la suite du texte, il donne encore d'autres buts secondaires, et tous ces buts sont destinés aux brahmanes qui étudient le Veda pour qu'ils connaissent parfaitement la grammaire. Le texte dit même qu'à une époque, les brahmanes qui apprenaient le Veda apprenaient d'abord la grammaire, les mots, ils maîtrisaient la langue et ensuite ils apprenaient les textes védiques. Et l'auteur dit qu'aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Donc on ne sait pas exactement l'époque de Patanjali, mais c'est peut-être vers le 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc déjà à cette époque, il était important de préserver les savoirs, de préserver la connaissance de la langue, ce qui est quand même une des bases de la, une des bases de la littérature. Si on ne connaît pas la langue, on n'a plus accès à la littérature ou on ne peut plus s'en servir comme il faudrait, et on ne peut plus en produire, évidemment. Donc on voit que tous ces buts, pardon, sont vraiment la préservation du Veda. Et toutes les sciences, comme les Védas doivent être préservés tels quels, le but n'est pas de pouvoir créer de nouveaux Védas, le but est de les préserver, donc les sciences, les Shastras sont descriptifs. Ils cherchent surtout à nous donner la meilleure explication possible de tous les aspects des Védas, leur langage aussi bien que leur application ou leur sens. Et même la grammaire, qui pourrait être un outil de prescription, de dire c'est ainsi qu'on doit parler et pas comme ça, telles sont les formes justes qu'on peut utiliser, c'est comme ça que c'est ça le vrai sanskrit, c'est ça la langue standard, c'est comme ça qu'il faut parler, le reste est faux. Même ça, ce n'est pas vraiment le but de la grammaire. Patanjali le dit lui-même, on obtient, c'est toute une discussion dans le Mahabhashya, quels sont les bienfaits, d'accord, on connaît le sens, mais on peut très bien réciter les Védas sans en connaître le sens. Où est le problème? Et là, la réponse est que connaître les Védas, réciter, pardon, les Védas en connaissant leur sens, en connaissant les mots, donne l'élévation spirituelle, alors que les réciter sans connaître le sens, même si ça fonctionne, ça n'a pas ce résultat. Mais ensuite, comme les Védas sont devenus comme les Védas étaient ce qu'il fallait préserver et que les Vedangas, les sciences auxiliaires qui décrivaient les Védas, ont été les modèles, c'est-à-dire que c'était les meilleurs outils pour comprendre la langue védique, ce sont devenus des modèles et des modèles peuvent devenir un petit peu prescriptifs. Ou même si les modèles eux-mêmes ne cherchent pas à prescrire quoi que ce soit, comme on sait que c'est l'idéal, on essaye de l'imiter. Et c'est comme ça qu'on glisse, si on pourrait dire, vers des sciences prescriptives, ou plutôt vers une attitude une attitude envers les shastras, où on les considère comme ce qu'on doit faire. Et à ce moment-là, les shastras qui sont rédigés plus tard vont dans la même direction. Ils n'ont plus un ton de description pour simplement expliquer les phénomènes qui se passent, mais ils ont un ton de prescription, et même dans la formation des phrases, ça se sent. Dans les premiers Vedangas, on trouve plus facilement des phrases affirmatives, alors que de plus en plus, on trouve ensuite des phrases injonctives qui donnent des ordres dans les shastras de toutes sortes. Même dans la grammaire, on peut trouver plus tard des
des auteurs qui expliquent pourquoi telle forme est juste et pourquoi telle forme n'est pas juste. Au début, l'Ashtadhyayi, les textes de grammaire étaient rédigés pour expliquer la grammaire, et puis ce sont devenus petit à petit des textes de prescription dans un petit peu toutes les branches, hein. Donc il y a les premiers shastras sont simplement descriptifs des Védas, mais ensuite l'habitude de codifier des savoirs, des connaissances, des traditions est devenue a eu de plus en plus de succès, a été de plus en plus réalisée. Et puis peut-être avec le développement de l'écriture aussi. Il était plus facile d'écrire, de composer des textes qui dureraient dans le temps, donc on s'est mis à en faire davantage. Et c'est peut-être pour ça que de plus en plus de sciences, de shastras apparaissent avec le temps. C'est qu'on voit un intérêt à ça. On voit l'intérêt de hiérarchiser, de structurer une connaissance sous une forme durable. Et donc, on l'applique à beaucoup de connaissances qui n'étaient pas spécialement codifiées avant. Donc au début, on avait seulement les Vedangas, et puis on a eu les Upavedas, qui sont les Védas secondaires, comme ils sont parfois appelés. Donc l'Ayurveda, le Vastu, l'art, le Natya Shastra. Et les listes, on considère qu'il y en a 4, mais les listes diffèrent un petit peu. Certaines donnent à la place de l'un ou de l'autre l'Arthashastra aussi, qui est un petit peu la gouvernance. Donc on a ces sciences-là qui apparaissent. Et puis on en a de plus en plus. On a bien sûr la loi, le dharma, ce qu'on appelle les dharma shastras, qui codifient le dharma, ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas, les traditions à respecter pour les différents âges, pour les différents métiers, dans les différents endroits de l'Inde aussi. Donc on a beaucoup de shastras comme ça qui apparaissent, et leur nombre ne fait que grandir avec le temps. Bien sûr, ils n'ont pas tous la même importance. Dans certains, on trouve énormément de textes. Les Dharma-shastras, il y en a beaucoup. Il y a toutes les smriti, la Manusmriti et d'autres smriti et d'autres textes encore, alors que pour d'autres shastras, on en a très peu. Par exemple, certains textes parlent de l'agriculture, Varta, mais pour ça, c'est à peine si on a des textes. C'était considéré comme un shastra à un moment. Si on peut dire, acquis le statut de shastra, mais tous ne sont pas aussi volumineux. En Ayurveda, il y a beaucoup de textes. Dans la philosophie aussi, il y a plusieurs systèmes de philosophie et chaque système a énormément de textes et de commentaires. Voilà, donc vous voyez que je les ai un petit peu classés en deux parties, Apaurushaya et Paurushaya. Alors, ces deux mots qu'on entend très souvent dans la tradition indienne, qui sont surtout utilisés pour différencier les Védas des autres textes. Apaurushaya signifie ce qui n'est pas, le A privatif, ce qui n'est pas humain ou ce qui n'est pas venu d'un humain. Donc les Védas sont considérés comme une révélation, pas comme la création d'un humain, ni même d'un rishi. Ils ont été reçus, perçus. Donc ils sont toujours appelés Apaurushaya. Et parfois on considère aussi les autres sciences comme Apaurushaya, les Vedangas et les Upavedas, même si on pourrait se poser la question de cette classification, puisque les Vedangas sont parfois attribués à une personne bien précise. Par exemple, la science, le Shastra du Vyakarana, de la grammaire, est attribué à Panini, le Chandas est attribué à Pingala, le Jyotisha est attribué à Lagada. Le Nirukta est clairement l'œuvre de Yaska. Donc pour ces textes-là, on a des auteurs. Pour les Védas, on a des rishis, mais ces rishis sont seulement ceux qui les ont reçus.
et pour les Upavedas aussi. Les Upavedas ne sont d'ailleurs pas des textes à proprement parler, ce sont des domaines. L'Ayurveda n'est pas un texte, c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de textes. Et de même pour le Sthapatya Veda, par exemple, qui est un autre nom du Vastu, il y a plusieurs textes. Certains, comme le Gandharva Veda et le Dhanurveda, n'ont qu'un ou deux textes, mais là aussi, on connaît souvent un auteur. Et de l'autre côté de la carte, on a Paurusheya, ceux qui sont faits par des humains, ou qui ont été... Oui, dont les auteurs sont humains. Donc, ce que vous voyez à droite, c'est ce qui est plus tardif, ou en tout cas ce qui a acquis plus tard le statut de Shastra. Il est bien évident que l'agriculture n'est pas une création plus tardive que d'autres textes, mais c'est qu'elle a reçu le statut de Shastra plus tard. Donc on a les Dharma Shastra, l'éthique, la conduite de vie, la morale, la loi, la justice. Et on a les Itihasa, qui sont les récits, toutes les épopées, les Puranas par exemple, le Mahabharata, le Ramayana. On a les Darshana, les systèmes philosophiques. On a les Agamas, qui sont parfois un autre nom des Tantras. On a la tradition poétique, esthétique, Alankara Shastra ou Kavya. Le Kama Shastra est tout de même important. L'agriculture, Varta. Je ne sais pas s'il y a des textes pour ça. Et on a même, dans le Kama Shastra, c'est pour ça que je l'ai mis dans la même couleur, et donné une liste très connue des 64 kalas, les arts, qui sont un petit peu différents des sciences. C'est plutôt les arts à maîtriser pour avoir du succès en société, pour être un bon prétendant au mariage. Donc ce sont tous des arts plus restreints, souvent. Mais comme vous voyez peut-être, il y a plusieurs éléments de ces listes qui sont en double. Itihasa, par exemple, qui est au bas des Upavedas, est parfois considéré comme quelque chose à part. Et le Dharmashastra, et qu'on appelle, certains auteurs l'appellent Paurusheya, donc humain, créé par un humain, mais ce n'est pas tout à fait vrai, puisque les Dharmashastras ont été, ont été transmis par des humains, mais sont tout de même reçus toujours par de sages et de rishis. Et là, on arrive à un point important de tous les shastras en réalité, c'est qu'ils sont tous, dans la tradition, considérés comme venant de quelque chose de supérieur. Ça peut être d'un rishi, ça peut être d'une divinité, souvent Shiva par exemple, ou bien dans le cas des Védas, c'est la révélation même pas d'une divinité, c'est la révélation des sons de l'univers pur. Et en réalité, pour ou pour presque toutes les sciences, tous les shastras, dans un texte, dans les textes qui s'y réfèrent, il y a au début du texte un petit peu la généalogie de ce shastra, qui raconte comment la connaissance a été donnée, par exemple, par Shiva à un rishi, le rishi qui l'a transmis à ses élèves qui l'ont transmis de génération en génération, jusqu'à l'auteur du texte. Et on trouve ça pour à peu près tous les textes. Et très souvent, ceux qui les ont reçus, les êtres humains, entre guillemets, qui ont reçu les textes, l'ont reçu par la méditation, à la fin d'une méditation d'ascèse. Donc le chemin est long pour recevoir un shastra. Et c'est peut-être là qu'on a une différence importante avec notre notion de science, c'est que les shastras sont considérés comme ayant été reçus souvent du divin ou d'êtres très évolués. Et c'est pour ça qu'ils sont
en un certain sens, qui sont plus, que leur autorité est plus forte que la pratique. On pourrait voir les shastras comme de la théorie, mais cette théorie est considérée comme la vérité qui a été reçue telle qu'elle à l'origine, qui doit être préservée, et tout ce qu'on fera plus tard, tous les textes qu'on fera dans cette discipline, dans ce domaine, leur seul but sera de nous amener, ou plutôt de nous ramener à la vraie forme la plus exacte possible qu'avait cette connaissance à l'origine. Parfois, elle est transmise, elle a été très bien transmise, on a plusieurs textes clairs qui sont assez accessibles, mais parfois on a seulement des fragments ou ou une partie incomplète, ou bien un texte, complet mais incompréhensible. Et à ce moment-là, il y a énormément d'auteurs qui vont faire des commentaires, qui vont faire des commentaires, des explications, des argumentations. Parfois, leur but peut être de prouver qu'il y a une erreur, mais ça, ce sont un petit peu les dissidents, ceux qui s'attaquent à une autre discipline ou un autre point de vue. En général, le but de la quasi-totalité de ces shastras est justement de revenir à la source et de montrer que la source est juste et de l'expliquer mieux. Les seules innovations qu'on peut faire dans cette perspective, c'est de trouver des meilleures manières d'expliquer ce qui est déjà connu. La connaissance d'un shastra existe déjà, elle a été donnée, elle est, si on veut, accessible par l'étude, et le but de la connaissance, ou le but de ceux qui étudient, c'est de retrouver exactement cette connaissance. Et c'est pour ça que des textes, par exemple en grammaire, le texte le plus connu et le plus utilisé est l'Ashtadhyayi de Panini, qui se contentait de décrire la langue de son époque, la langue des Védas et la langue commune du peuple. Il décrivait ça. Mais il avait reçu la connaissance de cette langue et les outils pour la décrire par les ascèses au Seigneur Shiva. Et donc cette connaissance est considérée comme sacrée, ayant une origine divine. Et à partir du moment où il l'a codifiée, puisqu'il avait trouvé la meilleure forme, la façon la plus brève et la plus exacte de la décrire, c'est devenu le modèle. Et absolument tous les textes qui ont été rédigés par la suite en grammaire vont seulement expliquer ce texte-là. Ne sortent pas d'un millimètre du cadre donné par Pahnini, mais vont essayer plutôt d'expliquer mieux certains détails, de le prendre dans un autre sens, de l'aborder dans un ordre différent, par exemple, de remuer un petit peu les idées pour que tout soit clair, mais le but est toujours de retrouver cette exactitude. Et ça, c'est une différence quand même importante avec nos sciences à nous, puisque les définitions des sciences, dans la définition, il y a toujours une partie qui est, par exemple, ensemble structuré ou ensemble organisé de connaissances. Donc cette partie est bien la même que les shastras, qui se rapportent à des faits obéissant à des lois objectives et dont la mise en œuvre exige systématisation et méthode. Tout ça peut s'appliquer, mais dans la méthodologie de mise au point d'une science, il y a toute la partie expérimentation. On observe, on expérimente, on vérifie, ensuite on forme une théorie, et puis on reproduit pour pouvoir vérifier les résultats, et à ce moment-là, on a une science. Mais dans la tradition indienne, souvent, les sciences sont reçues telles quelles, d'êtres qui ont peut-être expérimenté le sujet dont il est question, mais le texte lui-même donne simplement la vérité
ou la vérité pour cet auteur, pour cette tradition. Et nous, notre seul but, c'est de connaître cette vérité, de l'appliquer. Donc les philosophes ou les scientifiques, entre guillemets, en Inde, n'avaient jamais ou très rarement l'intention d'innover, de trouver de nouvelles idées, de nouvelles façons, de nouvelles notions. Les seules notions qui peuvent être nouvelles, c'est des nouvelles façons d'expliquer ce qui était déjà reçu. On considère que les connaissances ont été reçues parfaites et donc on doit les garder parfaites. Et c'est toujours ça au fil des siècles. Si vous prenez des textes grammaticaux du XIIIe siècle, vous aurez toujours les mêmes notions de Panini qui sont expliquées pour être les plus claires possibles, mais on ne déborde pas d'un cheveu. C'est très souvent le cas. Les seules exceptions qui sont assez compréhensibles, ou plutôt les exceptions les plus notoires, ce sont peut-être l'Ayurveda et la gouvernance. Puisqu'en Ayurveda, évidemment, il faut quand même expérimenter, apprendre de l'observation et apprendre d'un professeur, et ensuite mettre ça en pratique. Mais dans ces textes-là, bien entendu, on parle aussi de l'importance de connaître le savoir qui a été transmis et de le préserver tel quel. Mais si l'idéal étant toujours de combiner une vraie expérience pratique avec la connaissance exacte de la science du Shastra. Et dans la gouvernance aussi. La gouvernance, ce n'est pas toujours si facile à codifier. Les textes eux-mêmes me donnent souvent plusieurs opinions. Ils prennent position, mais ils mentionnent d'autres opinions. Et ça dépend, ce n'est pas toujours appliqué à la lettre. Mais il y a toujours cette notion que cette connaissance a été reçue d'être supérieure et qu'on doit la préserver et la maîtriser entièrement. Et un but, une explication qu'on peut trouver aussi, une façon dont on peut comprendre cette philosophie qui peut sembler un petit peu bornée ou étrange à nos yeux, c'est que pour la culture indienne, le but de l'existence est la libération de la souffrance de notre existence, de la vie humaine. Et la cause de la souffrance est l'ignorance de la réalité, l'ignorance de ce qui se passe vraiment, de pourquoi nous sommes là et de pourquoi nous souffrons. Le but est la libération et le seul moyen d'obtenir cette libération, c'est la connaissance de la réalité, la connaissance ultime, la vérité. Les noms diffèrent, mais l'idée est toujours la même. Le seul moyen d'échapper à la souffrance, de se libérer, c'est de connaître la réalité, de connaître la réalité ultime, la vérité. Et donc, on ne cherche pas à trouver de nouvelles choses, on ne cherche pas à faire ses petites expériences dans son coin pour s'écrier qu'on a trouvé une nouvelle invention, qu'on a découvert quelque chose de formidable. On se concentre plutôt à étudier ce qui a été donné, qui est considéré comme justement l'explication de la réalité, qui va nous permettre d'obtenir cette connaissance et d'obtenir la libération. Même les chemins dévotionnels, la bhakti, les chemins de la bhakti, disent parfois que dans l'idée de la bhakti, on s'en remet totalement à une divinité, par exemple, ou à son maître spirituel, son enseignant, pour qu'il nous guide. Mais même là, la seule chose qui nous donne la libération, c'est la connaissance. On n'aura pas nous-mêmes à faire d'efforts d'études, de compréhension, de réflexion énorme pour l'obtenir. On la recevra du maître. Mais même là, c'est par la connaissance qu'on obtient la libération. Et je trouve que ça explique assez bien
cette mentalité, cette façon de penser indienne, qu'on doit maîtriser les sciences qui nous ont été données, au lieu de chercher à toujours innover, à découvrir de nouvelles choses ou à prouver que c'est vrai ou que c'est faux. Il s'agit de maîtriser, de tout comprendre jusqu'au bout pour obtenir la connaissance ultime et pour comprendre notre existence et pour ne plus être sujet à ces hauts et ces bas et donc ne plus souffrir. Donc, le, le mot science est souvent utilisé pour parler des shastras. En un sens, c'est juste, puisqu'il y a cette idée d'organisation, de structuration du savoir, mais il n'y a pas la connotation n'est pas la même, il n'y a pas cet aspect d'expérimentation, de vérification qu'on a en Occident. Donc peut-être que savoir est aussi un bon mot pour désigner les shastras, savoir étant un petit peu moins connoté, ou bien on pourrait dire des savoirs organisés comme des sciences. D'ailleurs, en Inde, c'est aussi un mot qui est utilisé. On parle parfois de vidya, qui veut dire la connaissance, ou même de Veda, comme l'Ayurveda, le Gandharva Veda, au lieu du mot Shastra. Et là aussi, le mot connaissance a cette idée plus simple peut-être de savoir, de ce qui est su du sujet, alors que Shastra est plutôt le texte qui décrit ou qui enseigne, qui ordonne ce sujet, qui donne cette connaissance. Donc voilà un petit peu une idée de ce que sont les savoirs, les shastras dans la tradition védique, de comment ils sont similaires et différents à la fois de nos connaissances et de leur but, qui est toujours de retrouver la connaissance exacte, la connaissance ultime, la vérité absolue, pour obtenir la libération de la souffrance de l'existence. Voilà, vous pouvez allumer votre micro si vous avez des questions. Tout à l'heure, dans le chat, il y avait la question de la place des Upanishads dans le schéma. Les Upanishads font partie de la littérature védique. Donc, ils sont inclus dans les 4 Védas en réalité. On peut bien sûr faire la différence. Les textes védiques ont plusieurs parties. Il y a la Samhita, les Brahmanas, les Aranyakas et les Upanishads. Et pour faire simple, j'ai tout mis dans la même catégorie puisqu'ils sont tous considérés, ils ont tous le même statut. Tous les textes védiques, que ce soit les Upanishads ou les Samhitas, ont le statut de Shruti, de texte révélé, qui doit être préservé. Pour la tradition indienne, il n'y a pas de différence. Et dans le cadre de cette quête de la vérité, je vais vous montrer rapidement le programme de l'année de l'université. Cette année est un petit peu différente de l'année passée, puisqu'elle commence par des séminaires, mais ensuite il y aura un cycle de conférences. Donc dans les séminaires qui seront en octobre, novembre et décembre, le premier sera consacré au sanskrit. Ce sera un petit peu la suite de ce qu'on a fait l'année dernière. On avait vu la prononciation du sanskrit et son histoire. Cette fois-ci, on va plutôt s'intéresser à sa grammaire, son fonctionnement, si on pourrait dire, et aussi à l'écriture, puisque c'est toujours intéressant de voir comment une autre langue est écrite. Donc ce seront les 2 objectifs de ce séminaire, l'écriture et la grammaire. On essaiera autant que possible d'étudier des passages aussi de texte pour mettre en pratique les connaissances grammaticales. Ce séminaire sera entièrement en ligne. Ceux qui sont inscrits à la newsletter ont déjà reçu l'information, mais je vous la redonne. Il sera en ligne, 100%, sur Zoom. Et puis le second séminaire sera sur le nada. Le nada est le mot pour son
le son, le son, la vibration en sanskrit. Donc ce sera animé principalement par Satamuni, par Sunanda aussi. Donc vous verrez de nouvelles, de nouvelles idées, de nouvelles façons de voir le son et la relation du son au, à l'astrologie, par exemple, et à son application dans l'Ayurveda, dans la philosophie, dans le yoga. Et le troisième séminaire sera sur le thème du Vastu par Bhagirathi, que vous avez peut-être déjà entendu pendant le dernier séminaire, donc sur la maison en harmonie avec l'univers. Ce sera cette fois-ci un séminaire entier pour le Vastu, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. Et pour l'année 2022, comme vous le voyez, il y a toujours la notion de temps, puisque ce sera une sorte de cycle sur le sujet du temps. Ça commencera par une conférence le lundi 13 décembre, animée par Satamuni sur la conception du temps dans la tradition védique, dans l'Inde. Et puis chaque séminaire abordera le sujet du temps sous un angle particulier, sous l'angle d'une ou deux ou plusieurs disciplines. Donc le premier, au mois de janvier, abordera le système du temps dans le Jyotisha, l'astrologie védique, donc tout ce qui a trait au temps dans l'astrologie, comment il est perçu, comment il est calculé peut-être, les cycles des différentes planètes qui ont une influence sur nous. Le second, en février, à la fin du mois de février, sera sur la conception du temps dans l'Ayurveda, la recherche de l'équilibre par rapport au temps. Et le dernier séminaire sera sur le temps et le sanskrit, donc tout ce qui a trait au temps dans la langue, autant dans le fonctionnement de la langue que dans la littérature. Donc les mots utilisés pour le temps, bien sûr, mais aussi les temps de conjugaison, puisque le sanskrit aussi en a, et un petit peu plus que le français. Et parfois, ça se mélange un petit peu avec les modes. Donc, on va essayer de comprendre tout cela un petit peu. Et on verra peut-être aussi des extraits de textes qui parlent du temps, peut-être des hymnes, il y a des hymnes à Kala, la déité du temps dans les Védas. Donc, j'espère qu'on pourra voir cela aussi. Voilà le calendrier pour l'année. Évidemment, vous pouvez le retrouver sur le site de l'Université védique. Et bien sûr, si vous avez apprécié cette conférence, vous pouvez soutenir l'Université védique en faisant un don. Le site internet est celui du fonds de dotation Veda Dharma Foundation. Donc l'adresse est très simple, veda-dharma-foundation.org. Et vous avez une section sur l'université et vous pouvez faire des dons, vous pouvez voir le calendrier, vous pouvez vous inscrire aussi au séminaire. Les inscriptions pour le séminaire de sanskrit du mois d'octobre sont déjà ouvertes. Et nous espérons vous revoir nombreux pour les séminaires et les conférences. Je vous remercie d'être venu, d'avoir écouté. C'est toujours un plaisir de partager ces connaissances, de faire découvrir ces notions de l'Inde à tout le monde. Donc, merci d'être venu et à bientôt, j'espère.